Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est son rôle préféré, regarder et raconter l'histoire. Emmanuel Macron présidera tout à l'heure les cérémonies du 11 novembre. Le pluriel est d'autant plus justifié que deux événements se superposent. Il y a la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale et l'hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Et le moins que l'on puisse dire, Louis Dragnel, c'est que le chef de l'État a voulu faire les choses en grand. Oui, ce sera le dernier 11 novembre du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le président compte bien jouer sur la force des symboles. Il va consacrer les 2/3 de sa journée aux commémorations. Tout à l'heure, le corps d'Hubert Germain sera porté sur un char pour quitter les Invalides, remonter les Champs-Élysées avant d'être déposé à côté de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Chaque détail compte. À la demande d'Hubert Germain avant sa mort, une croix de Lorraine sera déposée sur son cercueil par le chef de l'État. Une croix de Lorraine confectionnée avec le bois des poutres de Notre-Dame de Paris. Le président prononcera un discours très court pour célébrer l'armistice de 1918, mais aussi pour expliquer la transformation de l'ordre des Compagnons de la Libération, qui ne compte plus de survivants, en une structure destinée à faire perdurer l'esprit de la France éternelle. Dans la crypte du Mont Valérien, le dernier caveau disponible accueillera donc Hubert Germain, comme l'avait souhaité le général de Gaulle. Une journée avec des images fortes, un Emmanuel Macron entouré d'anciens présidents de la République et de maires de ville compagnons de la Libération, tout ce qu'apprécie le chef de l'État, particulièrement à quelques mois de l'élection présidentielle. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. L'enquête se poursuit à Sablé-sur-Sarthe. 48 heures après la réapparition de la jeune joggeuse de 17 ans, les gendarmes sont face à une énigme. Les habitants, eux, cèdent à la psychose. Qui sont les ravisseurs de Lisa? La jeune fille, toujours en état de choc, raconte avoir été séquestrée par deux hommes à bord d'une camionnette verte. Les enquêteurs cherchent à retrouver leurs traces et cette commune de Mayenne vit désormais dans l'attente et la peur. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Océane Théard. Un petit bar de quartier avec des habitués au comptoir, quelques agences immobilières, une épicerie bio, une atmosphère plus que tranquille. Pourtant, depuis l'annonce de l'enlèvement de la jeune joggeuse, la peur habite Quentin Michel qui demeure juste derrière le restaurant où elle a réapparu. Ça nous a fait mal au cœur parce que moi quand je vois ma fille, Pauline, elle parle de bonheur le matin et ça fait peur. Et moi j'ai très peur. Qu'est-ce qui y arrive aussi? Vous voyez, on a mis en place maintenant tous les matins, je l'emmènerai à la gare. Je me lèverai et je dirai je t'emmène à la gare et je la protégerai. Une angoisse constante aussi pour Ludivine, 21 ans, qui habite la même rue, mais également des interrogations qui occupent son esprit depuis mardi soir. On aimerait bien en savoir un peu plus, les détails de déjà qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt, comment elle s'est retrouvée ici, dans quel état elle a été retrouvée et qui est responsable de tout ça au final. Autant de zones d'ombre que les autorités tenteront d'éclaircir aujourd'hui. Une soixantaine de gendarmes poursuivent l'enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant ces 24 heures de disparition. Océane Théard, envoyé spécial d'Europe 1 à Sablé-sur-Sarthe. Il est 7h04. Son audition était très attendue. François Hollande, l'ancien président de la République, est venu témoigner au procès des attentats du 13 novembre. Il était alors président en exercice. L'ancien chef d'État a été interrogé sur la gestion et sa responsabilité dans ces attentats. Lui, dont le nom a été cité plusieurs fois par les terroristes du Bataclan, François Hollande réfute l'idée d'une vengeance liée à sa politique étrangère, notamment les bombardements menés par l'armée française en Syrie. Un argument que l'ex-président s'est empressé de démonter, Gladys Laffitte. Oui, et notamment la question de la chronologie, puisque les terroristes et certains accusés ont justifié les attentats comme une riposte aux frappes françaises en Syrie. Alors pour contrer cet argumentaire, l'ancien président, très à l'aise à la barre, a donné une date, le 27 septembre 2015, premier bombardement français sur zone. Ce qui veut dire que le commando s'était organisé bien avant que je décide l'intervention, a-t-il fermement expliqué. Mais pour l'avocate de Salah Abdeslam, accusé attentif à l'échange, cette chronologie est imprécise, car elle ne comprend pas l'action française en Irak. Au Bataclan, il est évoqué seulement la Syrie. La cellule pour prévoir des attentats en France était déjà constituée avant les frappes, a répondu François Hollande, tendu. Ce sont vos déclarations, a lancé l'avocate. Non, c'est un fait objectif que cette cellule existe depuis juin 2014, a-t-il tranché sèchement. Un peu plus tôt, l'ex-chef de l'État avait assumé son action contre l'État islamique. Je referai exactement la même chose, parce que c'est la France, parce que nous le devons aussi aux populations massacrées. C'est un fardeau qui est aussi notre drapeau, a conclu l'ancien président. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. La crise migratoire entre l'Europe et la Biélorussie. L'ONU convoque en urgence aujourd'hui une réunion de son Conseil de sécurité. Et ce, d'autant que la tension monte entre la Pologne et la Biélorussie. Varsovie affirme avoir renvoyé des centaines de migrants qui étaient parvenus à franchir la frontière
en dépit de l'impressionnant dispositif militaire et policier déployé. Le Premier ministre polonais accuse Minsk de terrorisme d'État. Le président biélorusse Loukachenko lui répond que l'Europe est seule responsable. Que faut-il en conclure, Nicolas Tonev ? Eh bien, vous le savez, Loukachenko est le président à Minsk depuis 1994 et c'est une performance qui tient à une liaison habile avec le Kremlin, à des élections truquées, mais aussi à une méthode, la fidélité achetée des hauts fonctionnaires, des cadres militaires, des services de sécurité. Si vous me soutenez, vous êtes certain de vous enrichir essentiellement via un accès aux caisses des sociétés étatiques. Mais Loukachenko a lui-même mis à mal son système avec la répression brutale après la présidentielle en août 2020 et l'interception d'un vol Ryanair en mai dernier. Il y a eu des défections à de haut niveau. Le site du ministère de l'Intérieur a dû afficher un avertissement destiné à ceux qui n'obéiraient plus aux ordres et l'organisation Récompense contre loyauté est écornée par 4 séries de sanctions européennes. Les hommes d'affaires proches du pouvoir, les cadres du régime souffrent avec des gels d'avoirs et des interdictions de voyager. Alors pour l'instant, c'est la Russie qui suggère de payer Minsk, une suggestion non chiffrée, mais la situation en attendant est dramatisée par la télévision bélarusse qui titrait avant-hier sur la création par la Pologne d'un génocide sur la frontière. Explication Nicolas Tonev. Le football, l'équipe de France affronte le Kazakhstan samedi soir dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022, match qui ne se jouera pas au Stade de France mais au Parc des Princes. Et le lieu ne rappelle pas forcément que de bons souvenirs, il y a eu des joies bien sûr, mais aussi des peines. Quand on pense bleu et Parc des Princes, eh bien on pense aussi à un certain soir du 17 novembre 1993. Jean-François Pérez. Nous sommes carrément dans les arrêts de jeu. Et là, attention, le rebut terrible. Les Bulgares sont qualifiés pour la Coupe du Monde. 17 novembre 93, l'un des pires traumatismes du football français. Même Eugène Sacomano sur Europe 1 est sidéré. Les Bleus de Papin, Cantona et d'un certain Didier Deschamps n'avaient pourtant qu'un point à prendre en 2 matchs pour aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. Résultat, 2 défaites cuisantes, 3-2 contre Israël, 2-1 contre la Bulgarie à la dernière seconde. L'actuel adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane, n'a rien oublié de cette soirée maudite. Ça se déroulait sur le même stade, au Parc des Princes. J'y étais au match. Donc évidemment, on n'a pas envie de revivre ça et il faudra faire le nécessaire pour gagner le match. 28 ans après, le défi est quasiment identique. Les Bleus seront qualifiés pour le Mondial 2022 s'ils s'imposent. Même un match nul peut suffire. Sinon, il restera 2 possibilités. Un déplacement en Finlande dès mardi ou les barrages, dans le pire des cas, en mars prochain. De quoi chasser définitivement les fantômes du parc. Voilà, raison de plus pour s'imposer samedi soir, 20h45, France-Kazakhstan. Vous l'aurez noté au Parc des Princes. Oui, Jean-François Pérez a eu la même conclusion que moi. C'est l'occasion de conjurer le sort, une bonne fois pour toutes. Merci Christophe Lama.